De tous les médias que nous consommons, le divertissement pour adultes est probablement le plus controversé. L'industrie du divertissement pour adultes peut être extrêmement dangereuse, avec un taux de meurtre de travailleuses du sexe 18 fois plus élevé que la moyenne pour leur race et leur âge. Aux États-Unis, bien que cette statistique inclue la prostitution ainsi que les acteurs de films pour adultes, la réalité est que la violence, la discrimination est une menace mortelle pour ceux dans l'industrie. Rejoignez-nous aujourd'hui alors que nous explorons 3 épisodes glaçants, meurtre de stars du film pour adultes. William Arnold Newton. William Arnold Newton avait seulement 25 ans lorsqu'il a disparu de Los Angeles en octobre 1990. Esthéticien diplômé, William avait commencé à travailler dans l'industrie du porno sous le nom de scène Billy London au milieu des années 80 pour aider à compléter ses revenus. Ses amis ont noté qu'il se voyait comme un poète et un artiste qui ne participait au porno pour des raisons économiques. À l'automne de 1990, il prévoyait de quitter là et de déménager à Las Vegas, mais avant qu'il ne le puisse, sa vie a été brutalement arrachée. William a été vu pour la dernière fois à Rage, nightclub à West Hollywood le 28 octobre, ayant récemment terminé le tournage de son dernier et ultime film. Le jeune homme de 25 ans n'est pas rentré cette nuit-là. Le lendemain matin, des parties de son corps démembré ont été découvertes dans une benne à ordures près du boulevard Santa Monica. Sa tête et ses pieds ont été retrouvés à l'intérieur de sacs en plastique. Au moment du meurtre, les enquêteurs ont dit aux médias qu'ils avaient quelques pistes, mais qu'ils ne pouvaient encore rien révéler. Cependant, il semble que ces pistes n'aient jamais abouti, car l'affaire est restée en sommeil pendant 32 ans. En 2005, le détective Wendy Burt a annoncé qu'elle réexaminait l'affaire. Elle espérait que les progrès de la technologie pourraient aider à éclairer sur le tueur. La réouverture de l'affaire a attiré beaucoup d'attention médiatique, mais n'a pas réussi à trouver des réponses. En décembre 2006, le père de Williams a dit aux journalistes que le département de police de Los Angeles lui avait fait savoir que l'enquête était de nouveau mise de côté. Son père est décédé plus tard en 2011. En 2020, 2 podcasteurs ont couvert l'affaire de William et ont créé une adresse e-mail qui pourrait être utilisée pour des conseils. Ils ont déclaré plus tard qu'ils avaient reçu un témoignage potentiel de quelqu'un prétendant avoir vu le jeune homme de 25 ans en compagnie d'un homme ressemblant à Jeffrey Dahmer. Le tristement célèbre tueur Dahmer était connu pour cibler les jeunes hommes et les démembrer après leur mort. Il a été appréhendé en 1991. Pourtant, l'affaire est restée non résolue. Ce n'est qu'en 2023 que les enquêteurs ont relié le crime à un ancien suprémaciste blanc et skinhead autoproclamé nommé Daryl Lynn Madden, qui s'identifie maintenant comme une femme juive nommée Daryl Lynn Madden. Ce lien a été initialement établi par un détective amateur nommé Clark Williams, qui a découvert l'existence d'une star du porno dans les années 1980 nommée Billy Houston, en essayant de pister un producteur de porno gay qui travaillait dans l'industrie à l'époque au cas où il aurait des informations sur la mort de Williams. Il a été rapidement découvert que Billy Houston était Daryl Lynn Madden et qu'elle était actuellement en prison. Après avoir plaidé coupable pour l'enlèvement et le meurtre de Stephen Dahmer en 2008 et son complice dans le crime, Bradley Qualls. Elle a dit aux enquêteurs qu'elle et Qualls cherchaient à tuer un homme gay dans le cadre de leur initiation au gang des Skinheads du Chaos Squad. Ils ont attiré Stephen Dahmer dans une ruelle avant de le battre avec un cintre et de l'étrangler. Elle a ajouté qu'elle a tué Qualls par la suite et a ensuite fui la scène. Le détective amateur Clark Williams a découvert que Madden avait été interviewée pour un livre sur le crime réel. Dans l'interview, elle avait fait allusion à avoir tué quelqu'un à LA. Clark a ensuite transmis toutes les informations qu'il avait aux forces de l'ordre, qui ont pris en charge l'affaire et sont allées interroger Madden. Elle a avoué que elle et ses amis skinheads avaient ciblé William Newton pour le voler et qu'elle avait calmement mis un bras autour de son épaule et lui avait dit qu'ils allaient probablement le tabasser. William est allé avec eux sans faire de scène, mais Madden a déclaré qu'elle finirait par l'étrangler, le jeune de 25 ans décédé. Elle a dit qu'elle ne se souvenait pas où il l'avait emmené, mais a nié avoir quoi que ce soit à voir avec le démembrement. Bien qu'elle sache qui avait perpétré cette partie de l'attaque, elle a refusé de révéler des noms, déclarant « Je ne suis pas une balance ». Bien que l'affaire soit maintenant close, aucune accusation n'a été portée contre Daryl et Madden.
le bureau du procureur invoquant un manque de preuves au-delà de l'aveu. Ils ont noté qu'il reste trop de questions sans réponse et que les procureurs auraient du mal à prouver la culpabilité de Madden, au-delà d'un doute raisonnable après 30 ans. Notamment, Madden passera le reste de sa vie en prison, même si elle n'est jamais condamnée pour le meurtre de William. Natal King. En mars 2004, un photographe de 46 ans d'Eagleville, en Pennsylvanie, a été accusé du meurtre à l'arme blanche d'une actrice pornographique de 23 ans et mannequin, Natal King, qui utilisait le nom de scène Taylor Summers. Anthony Joseph Frederick a été accusé de meurtre, d'abus de cadavre et de possession d'un couteau, bien qu'il ait continué à dire aux journalistes, alors qu'il était déplacé du tribunal, qu'il était innocent. Selon le procureur Bruce Castor, Frederick a également été accusé d'avoir menti aux enquêteurs à propos de la mort de Natal. Natal, un Canadien, était porté disparu depuis plus de 3 semaines avant que son corps ne soit découvert dans ce qui est décrit comme une zone rocheuse et fortement boisée près de la rivière Schuylkill à Philadelphie. Ses restes ont montré qu'elle avait subi une violence excessive, de multiples coups de couteau à la poitrine, au cou et aux mains. Son cadavre avait été enveloppé dans un fond semblable à ceux utilisés par les photographes, a déclaré Bruce Castor à la presse. Évidemment, elle a résisté à son agresseur, je crois, et les enquêteurs pensent qu'elle a rencontré sa mort aux mains d'Anthony Frederick dans le cadre d'un fantasme de bondage sexuel. Bien que de nombreux titres prétendent que le crime impliquait du bondage, il semble que la cause du litige entre Frederick et Natal était qu'il était incapable de lui payer les $900 qu'elle devait recevoir pour avoir participé à sa séance photo. Peu de temps après l'arrestation de Frederick, Jennifer Mitkus a également été arrêtée et accusée d'avoir menti aux autorités et d'avoir entravé l'arrestation. Les enquêteurs ont noté leur conviction qu'elle était impliquée dans l'aide à dissimuler le crime en tant qu'assistante de Frederick. Frederick a dit aux détectives qu'il avait pris 20 photos de Natal le 29 février 2004 et qu'il lui avait payé ce qu'elle lui devait. On n'a plus eu de nouvelles d'elle, mais les colocataires de Natal se souviennent que la jeune femme de 23 ans l'avait appelée pour dire qu'elle était perturbée par le photographe et qu'elle rappellerait pour faire le point dans quelques heures. L'appel téléphonique n'a pas eu lieu. Le véhicule de Natal a été trouvé le 5 mars, près du studio de photographie. Sa valise et son ordinateur étaient toujours à l'intérieur. Une recherche plus approfondie chez Frederick a dévoilé du ruban adhésif, des menottes, du matériel ensanglanté et un poème manuscrit qui disait « Coupé avec un couteau, le sang coule, tu peux saigner à mort, la mort arrive lentement ». Ce n'est qu'en juillet 2005 que Frederick s'est confessé aux enquêteurs. Dans le comté de Montgomery, à Philadelphie, l'homme de 47 ans a été condamné à 24 à 50 et 1 an de prison pour le meurtre à l'arme blanche de Natal qui avait eu lieu dans son studio de photographie. Suite à une séance photobondage, Frederick a reconnu son incapacité à payer la femme de 23 ans provoquant une dispute. Il l'a ensuite poignardée à mort. Frederick aurait présenté ses excuses à la famille au tribunal. Il a aussi imploré le juge pour une sentence plus clémente, assurant qu'il n'aurait pas poignardé Natal si celle-ci ne l'avait pas agressé avec un couteau de chasse. Selon ses aveux, Frederick a arraché le couteau des mains de la jeune femme de 23 ans et l'a utilisé pour la poignarder. Il a ensuite enveloppé son corps et l'a jeté à White Marsh Township. Il a été retrouvé quelques semaines après dans un ravin boueux. Le juge président, William Nichols, n'a pas cru à la version des événements de Frederick, notant cependant que Natal a été retrouvé bâillonné avec une boule rouge dans la bouche, attachée à une lanière de cuir qui était fixée autour de sa tête. Il s'interrogeait sur leur dispute alors que la jeune femme de 23 ans avait été étouffée avec un embout buccal. Frederick a plaidé coupable à une peine moindre pour meurtre de 3e degré et abus de cadavre en échange de son aide aux enquêteurs pour également condamner son assistant, Mitkus. Le procureur Bruce Castor a déclaré que si l'affaire avait été jugée, la peine aurait probablement été la prison à vie pour meurtre au 1er degré. Il a dit aux médias « Je suis plus irrité que nous ayons dû aller dans cette direction. Je fais cela depuis des décennies et je n'ai jamais vu une situation où nous avions le co-accusé moindre qui résistait. Pour obtenir les accusations de crime contre elle, nous avons dû conclure un accord avec le défendeur plus sévère. Je pense que c'était juste un résultat atroce. Mitkus a finalement admis sa part dans le crime, déclarant qu'elle a aidé à emballer le corps de Natal et à le charger dans la voiture. Elle avait aussi nettoyé le sang sur le sol du studio photo.
Elle a finalement plaidé coupable d'abus de cadavres, de falsification ou de fabrication de preuves matérielles et de plusieurs autres chefs d'accusation. Elle a été condamnée à une peine de prison de 6 à 23 mois, en plus des 6 mois qu'elle avait déjà purgés, et devra en outre purger une peine de probation de 4 ans et payer une amende de $500. Le père de Natal, Daniel King, a déclaré à la presse que la justice était allée à la salle d'audience, mais pas pour nous. Cela ne ramènera pas Natal. Le jeune de 23 ans œuvrait dans le porno pour financer ses études universitaires. Son père a dit au tribunal qu'elle voulait faire carrière en psychologie et rêvait un jour de devenir mère. Carol Maltese. Dans une chambre d'hôtel à Milan en 2020, David Fontana, 41 ans, a rencontré Carol Maltese, 24 ans, pour la première fois. Fontana était banquier, blogueur culinaire et photographe. Carol l'avait embauché pour prendre quelques photos, étant passionnée. Photos risquées d'elle pour son entreprise en ligne. Elle était une créatrice OnlyFans qui vendait des photographies provocantes et des films pornographiques via sa plateforme, travaillant sous le nom de Charlotte NG. Au moment de leur rencontre, Fontana était déjà marié, mais dans les mois qui ont suivi leur séance photo, il a quitté sa femme et a commencé à sortir avec Carol dans ce qu'il a décrit plus tard comme une relation ouverte. Puis en janvier 2022, alors qu'ils étaient censés tourner pour l'OnlyFans de Carol, Fontana a pris la vie de la jeune femme de 26 ans. Il l'a frappée 13 fois à la tête avec un marteau avant de lui trancher la gorge, avec un couteau. Après le meurtre, Fontana a démembré les restes de Carol. Il a d'abord tenté de les brûler, mais a ensuite acheté un congélateur dans lequel il a stocké les restes. Selon les voisins de Fontana, il était tout à fait normal dans les semaines suivant le meurtre, qui est resté inaperçu pendant plusieurs mois. Carol n'a été signalée disparue qu'en mars, lorsqu'elle n'est pas apparue dans un club de lap dancing, car pendant des semaines, Fontana l'a imitée en payant son loyer, en répondant à des messages textes et en postant sur les réseaux sociaux. Lorsqu'il a découvert que la police avait commencé à chercher Carol, Fontana a réalisé qu'il devait se débarrasser du corps. Alors il a mis les restes dans des sacs en plastique noir et a conduit à la campagne dans la Fiat 500 de Carol, où il a jeté les paquets sur une route de montagne isolée. Malgré les tentatives de Fontana pour dissimuler son crime, cependant, un passant a découvert une des mains de Carol fin mars. Le corps, dont le visage était brûlé, n'a pas pu être identifié immédiatement. Heureusement, Carol avait une multitude de tatouages remarquables. La police a publié les descriptions de 11 d'entre eux, y compris inversés. Des tatouages en forme de V sur ses cuisses intérieures, le mot Wanderlust sur son corps supérieur et le mot partiellement lisible élégance sur son dos. Peu de temps après, un journaliste a reçu un tuyau sur l'identité du corps et a commencé à enquêter sur la vie et le passé de Carol. Il a tenté de contacter la jeune femme de 26 ans via WhatsApp et a immédiatement reçu une réponse qui disait « Plusieurs personnes m'ont parlé de cette fille. Heureusement, je vais bien. » Le journaliste demeurait néanmoins méfiant envers l'interaction et a théorisé que le meurtrier de Carol gérait ses comptes en ligne et répondait aux messages via son téléphone. Il a finalement apporté ce qu'il savait à la police paramilitaire italienne. Une fois le corps identifié, Fontana s'est présenté pour affirmer qu'il connaissait la victime, mais a nié être impliqué dans sa mort et sa disparition. Les enquêteurs de l'époque restaient cependant méfiants envers le quadragénaire et ont par la suite commencé à suivre ses mouvements entre janvier et mars et ont également fouillé sa maison. Ils ont retrouvé à l'intérieur le congélateur-coffre, les mêmes sacs poubelles noirs qui avaient été utilisés pour envelopper les restes et des preuves acides désoxyribonucléiques qui l'incriminaient tous. Fontana a vite modifié son récit. Il a prétendu qu'il avait accidentellement tué sa partenaire pendant un rapport sexuel consenti et qu'il l'avait ensuite démembré et caché les restes. Il a par la suite été accusé d'homicide aggravé de premier degré, de démembrement et de dissimulation d'un cadavre. À l'été 2023, la véritable nature du crime a été révélée lorsque l'on a découvert que la relation entre le couple s'était détériorée lorsque Carol a dit à Fontana qu'elle voulait mettre fin à la relation pour déménager à Vérone et retrouver son fils de 6 ans. Étrangement, malgré les actions violemment horribles commises par Fontana, la manière calculée avec laquelle il a prétendu qu'elle était toujours en vie et le fait qu'il ait initialement menti aux enquêteurs sur sa mort, le quadragénaire a évité une condamnation à perpétuité réclamée par le parquet. Le tribunal a condamné Fontana pour meurtre, mais a jugé qu'il n'était pas prémédité et n'impliquait pas de cruauté excessive. De plus,
De manière troublante, les juges ont décrit Carole comme jeune et sans inhibition, ajoutant que son meurtrier s'était senti utilisé par elle. Expliquant davantage leur décision, les juges ont écrit que Fontana avait ressenti une frustration grandissante, sachant qu'elle l'avait utilisé et qu'il avait été poussé à lui ôter la vie par, je cite, la prise de conscience qu'il avait perdu la femme qu'il aimait. La décision dans ce cas est compréhensiblement perçue comme hautement controversée. Les proches de Carole, l'avocat de sa famille et les femmes occupant des postes gouvernementaux ont tous exprimé leur indignation face aux déclarations écrites par les juges, ainsi que la sentence elle-même. Le juge principal dans l'affaire, Giuseppe Fazio, a prétendu qu'il aurait donné la même sentence même si elle avait été une nonne, ajoutant, je cite, « Si les gens ne comprennent pas la motivation derrière la sentence, alors ce n'est certainement pas mon problème. » Pour ce crime brutal et tordu, Fontana a été condamné à 30 ans de prison. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.